C'est l'heure des informations sur la télévision nationale. Bonjour à tous et bienvenue. Dans les titres de l'actualité, aménagement et bitumage de la route Dogbo-Lalo, les travaux sont lancés. Elle est longue d'une vingtaine de kilomètres avec quelques bretelles. Un espoir pour le développement des activités économiques dans cette région du Koufou. Au sud comme au nord, on compte désormais avec le numérique. À Djougou, dans le département de la Donga, éducation ou entrepreneuriat public ou privé, tous les secteurs sont impactés. Constat avec Jean-Claude James. Et puis du 20 au 23 novembre prochain, le Salon national du livre s'ouvre à Cotonou. Littérature de jeunesse, table ronde, débat ou café littéraire. Plusieurs activités sont annoncées. Les organisateurs apportent les précisions. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. La route Dogbo-Lalo sera bientôt bitumée. La Société d'infrastructure routière et de l'aménagement du territoire a donné le coup d'envoi des travaux. C'est une route longue d'une vingtaine de kilomètres avec quelques bretelles. Un espoir pour le développement des activités économiques dans cette région du Koufou. Benjamin Denayon et Amandine Agnambossou. Le développement d'une localité passe entre autres par celui de la route. Le gouvernement, fidèle à ses engagements, décide de l'aménagement et du bitumage de la route Dogbo-Lalo. Nous aurons une chaussée de 2 voies, donc une voie dans chaque sens, une chaussée de 7,20 m, donc une voie de 3,60 m dans chaque sens. Adjoint à cette chaussée des accotements de 2,50 m, ce qui représente une largeur totale pour cette chaussée de 12,20 m. La conception de cette route est faite de sorte à avoir une structure composée de matériaux graveleux, surmontée d'un béton bitumineux et enfin d'un enrobé. Donc il s'agit de structures dimensionnées pour un trafic, je dirais, plusieurs décennies. L'état actuel de cette route pose de sérieux problèmes de circulation aux usagers. Désormais, une réduction substantielle des multiples déviations est envisagée. C'est un rêve devenu réalité. Qui l'eût cru? Le bitumage de cette voie va offrir beaucoup d'opportunités. Déjà en 2018, après le Kosukwe à Gentime, DV, Ouedeme, le Kosa a été aménagé et bitumé. Mais le gouvernement de Talon avait choisi aussi de désenclaver le Koufou à partir de la commune de Lalo. La route Dogbo-Lalo, d'une longueur de 21,8 km, revêt une importance capitale. Pour nous, qu'une fois achevée, elle facilitera la circulation des biens et des personnes sur le plan local, national et transfrontalier. La durée d'exécution des travaux est de 18 mois. Dogbo-Lalo représente pour les populations bénéficiaires bien plus que de simples voies de circulation. C'est un nouveau souffle pour les activités économiques, un levier pour booster le développement des localités traversées. Comment les politiques publiques impactent-elles le développement des énergies renouvelables au Bénin? Dans l'optique de trouver des réponses utiles, certains spécialistes de l'énergie se penchent sur la question. C'est au cours d'une conférence débat au Palais des Congrès de Cotonou. Le point des discussions avec Alain Sochoumain et François Issou. Le Bénin dispose de nombreux atouts naturels pour profiter des énergies renouvelables. Comment le développement de ces dernières est-il influencé par les politiques publiques? C'est la question principale au menu de la conférence débat qui a réuni des acteurs du secteur. D'abord, ça se voit au niveau du déploiement aujourd'hui des mini-centrales un peu partout. Je vais citer le projet Les Soleils du Bénin. Vous avez la centrale connectée de 25 MW avec la vision d'extension à 50 MW et plein d'autres projets qui voient jour du fait de ce cadre favorable lié à la réglementation. Il faut dire aujourd'hui qu'on a quand même une volonté du public d'accompagner le secteur privé et on est en train
difficilement, on est dans la phase d'apprentissage, de rentrer dans un esprit de partenariat entre le public et le privé. J'appelle la recherche appliquée parce que c'est une autre façon aussi de former et de donner. Je ne sais pas si le transfert de technologie ou de compétences existe. Je pense qu'on se donne les moyens d'arriver là où on veut, effectivement avec les moyens dont on dispose ou bien ceux qu'on est capable d'arracher. Il existe un cadre légal au Bénin qui permet des investissements tant privés que publics pour amener le pays à un niveau d'autosuffisance énergétique. Si on veut un développement rapide et accéléré, il faut que des entreprises privées, il faut que des investisseurs privés rentrent dans le secteur. Et pour ça, pour qu'ils arrivent, il faut créer un cadre qui leur donne la confiance suffisante pour mettre leurs ressources dans des projets de cette nature. L'idée, c'est donc premièrement de créer ce cadre et de définir à la fois commercialement, mais aussi techniquement. On parle d'un code réseau, par exemple, qui a été rédigé et qui dit techniquement comment les choses se passent pour que ce ne soit pas soit l'arbitraire, soit une étude au cas par cas de chaque projet qui prendrait énormément de temps. Donc ça, en termes de politique publique, cet aspect-là est extrêmement important. Des partenaires techniques et financiers apportent leur soutien au Bénin qui déploie d'énormes efforts pour permettre aux populations de vivre dans la quiétude énergétique. Sur une autre question environnementale, les collectivités territoriales peuvent désormais bénéficier du Fonds sur les pertes et dommages créé en 2023. La nouvelle est tombée à la COP29 qui se tient actuellement en Azerbaïdjan. Une fenêtre financière qui s'ouvre après 30 ans de négociations pour aider les pays en voie de développement et les États insulaires. William Tchoki, notre envoyé spécial, nous apporte les précisions. Les inondations, les glissements de terrain, les cyclones et les poches de sécheresse persistantes en Afrique. Des phénomènes qui prennent d'ampleur alors que le continent noir est responsable de 3 à 4% des émissions de gaz à effet de serre. Pour corriger cette injustice, un comité de transition composé de 14 membres issus des pays en développement et 10 membres des pays développés a été chargé de mettre en place le fonds pertes et dommages en 2023 à la COP23 à Dubaï. On peut dire aujourd'hui que les fondamentaux du fonds sont mis en place et ça nous permettrait maintenant de passer à la vitesse supérieure, essentiellement à mettre les modalités d'accès. Et avec le rôle du conseil d'administration, il est clair que tout le monde est engagé pour mettre les conditions pour qu'on puisse commencer à accompagner l'appui et l'aide qu'il faut aux pays qui en ont besoin. Le fonds pertes et dommages prend en compte les déplacements subis par les personnes, les pertes d'habitation, de culture et aussi d'infrastructures. Si nous prenons le cas du Bénin, les catastrophes que nous voyons souvent, c'est les inondations, chaque fois. Et au niveau du Bénin, on a au plan national un plan de contingence nationale. Et au niveau des communes, un plan de contingence communale pour les communes. Pour qu'à chaque fois qu'il y a un événement, comme les inondations, les vagues de chaleur, les maisons qui tombent, les récoltes qui sont dévastées, comment on peut évaluer le coût financier, le coût économique et voir ça atteint quel niveau, quel seuil du PIB que le Bénin paie. D'abord, c'est un soutien direct au budget. Et après le soutien budgétaire, il y a le soutien des communes, les niveaux locaux, c'est l'accès direct là. Et ensuite, le soutien à travers les organisations internationales. Le fonds pertes et dommages, une fenêtre financière sans exigence pour les pays en développement vulnérables. Mais pour son bon fonctionnement, il doit bénéficier régulièrement des versements promis par les pays développés. Pendant ce temps, Cotonou accueille les acteurs ouest-africains de gestion commune du parc W. Ils sont là dans le cadre d'un projet financé par le Fonds mondial pour l'environnement. Objectif, renforcer leurs capacités et mettre en place la plateforme régionale de l'écosystème transfrontalier du parc W. Les précisions avec Ernest Tétégou et Arnaud Adadia. Le projet NB-ITAS met ici ensemble plusieurs acteurs, hormis le Bénin. Les participants proviennent du Burkina Faso et du Niger. Ils réfléchissent autour de la gestion des eaux de surface du fleuve Niger et des eaux souterraines de Taoudéni et de Tanizrouft. Le projet, à travers une étude, a identifié 3 écosystèmes partagés dans le bassin. Le premier, c'est le parc W, qui est partagé entre le Bénin,
le Burkina Faso et le Niger, le plateau de Mont-Mandara partagé entre le Cameroun et le Nigeria, et le parc, le complexe binational Sena-Oura et Bandira entre le Cameroun et le Tchad. Nous sommes là pour mettre en place la plateforme régionale de gestion intégrée des ressources du parc W et ensuite procéder au renforcement des capacités des différents acteurs. Et pourtant, dans ces différents pays, il a déjà été mis en place une plateforme nationale. Suite à l'analyse diagnostique, nous avons remarqué que le parc est sujet à plusieurs facteurs de dégradation, notamment la pression anthropique. À cela s'ajoutent les changements climatiques qui compliquent la situation. Donc la plateforme aura pour rôle de gérer l'espace et surtout rôle de concertation et de planification stratégique avec tous les acteurs. Au Burkina Faso, nous sommes confrontés effectivement au contexte sécuritaire. Nos autorités travaillent d'arrache-pied pour l'atteinte des résultats escomptés. Voilà, nous allons d'abord réunir l'ensemble des acteurs concernés afin que nous puissions conjuguer et voir dans la même direction pour pouvoir mettre en œuvre vraiment les activités de ce projet au bénéfice de l'ensemble de nos populations. Du 13 au 16 novembre, Burkinabés, Nigériens et Béninois, à travers des efforts conjugués, vont mettre au point le dispositif de gestion qui permet aux 3 pays de bénéficier efficacement des avantages du projet NB-ITAS. Dans le reste de l'actualité, l'Institut national de la femme a reçu une délégation burundaise en visite au Bénin. Elle est allée s'imprégner de la mission de l'organisation et du fonctionnement de l'INF. Simon Villon et Alessandra Diotan. Au niveau du Bénin, vous êtes à un stade avancé. Cette rencontre s'inscrit dans une logique d'impréation. La délégation, composée de cadres de ministères de la République de Burundi et de représentants de la société civile, est venue apprendre de l'expérience du Bénin en matière de santé sexuelle et reproductive. Nous avons été honorés d'être reçus par Madame la Présidente de l'Institut national de la femme, un institut qui s'occupe plus particulièrement des questions de lutte contre les violences basées sur le genre, une thématique qui est liée effectivement avec la santé sexuelle et reproductive. C'est une thématique qui est en vogue aussi, non seulement au Burundi, mais aussi au niveau international, au niveau mondial. Ce qui fait que, à travers les échanges que nous avons reçus avec Madame la Présidente de l'Institut national de la femme, nous avons pu apprendre comment cet institut est organisé et comment il fonctionne. La santé sexuelle et de la reproduction est un domaine transversal à la mission de l'Institut national de la femme, qui a une mission à 2 volets. Le premier volet étant la promotion du leadership féminin dans tous les domaines. Et d'autre part, second volet, la lutte contre toutes les formes de discrimination et de violence à l'égard des femmes et des filles. L'organisation de la répression du harcèlement sexuel et les dispositions juridiques qui encadrent l'interruption volontaire de grossesse ont retenu l'attention des hôtes du jour. L'assistance aux victimes des violences à l'égard des femmes et des filles a aussi particulièrement séduit. L'apport de cet institut est grand et donc de retour chez nous, nous allons plaider de la même manière à travers le Forum national des femmes et via même différents ministères. Cette visite de la délégation au Bénin a été rendue possible grâce à l'appui de l'ambassade des Pays-Bas. Numérique au Bénin, quel impact dans le public et le privé? Quelques jours après la clôture de la semaine du numérique, notre équipe dans la Donga apprécie l'impact des réformes dans les différents secteurs d'activité. À Dougou, par exemple, le vent du numérique souffle sur le public comme le privé. Constat avec Jean-Claude James et Yves Agodopessi. Agripreneurs. Ces étudiants des spécialités agro-élevage et agriculture se dirigent vers la salle de cours, chacun avec un ordinateur. Le module du jour porte sur le plan d'affaires qui exige un dispositif numérique. L'intégration du numérique dans la formation vise à doter de compétences permettant d'automatiser et de faciliter la gestion comptable de leurs exploitations. Également d'acquérir des compétences en communication digitale, puisque aujourd'hui, pour pouvoir vendre un produit, il faut pouvoir communiquer autour de ce produit. Cette unité d'application et d'innovation installée dans la cité des Pétonies est en phase avec la vision de l'exécutif pour le secteur.
Une vision mise en œuvre à travers 7 projets dont le développement du numérique dans l'enseignement supérieur. La politique du numérique est nationale et n'épargne aucun domaine. Le numérique impacte déjà nos activités. Si je prends le cas du traitement que nous faisons avec nos clients, quand ils viennent et font leurs commandes, on doit forcément faire la conception. Et une fois nous faisons la conception, il faut essayer de les envoyer via les réseaux sociaux. Et déjà, s'il n'y a pas une très bonne connexion, ça lambine. Aujourd'hui, les difficultés que nous rencontrons à travers les débits de connexion et autres, nous constatons qu'il y a une très grande différence. On ne perd plus de temps pour envoyer des fichiers, on ne perd plus de temps pour télécharger également non plus les fichiers. Reconnaissance des efforts du gouvernement suivi d'un plaidoyer. Les facilités économiques s'invitent dans le débat. Étant un partenaire privé, on ne pourrait pas dire que le gouvernement va faire tout à notre niveau, mais si le gouvernement peut également faire l'effort de nous accompagner, tout ce qui est lié à l'économie, là ça serait aussi trop bon. Des taux et des prêts à un taux forfaitaire pour permettre à ces entreprises de grandir et de contribuer énormément dans l'impôt. Le pays poursuit sa marche vers un avenir numérique inclusif et dynamique parce que le Bénin révélé est toujours d'actualité. L'Université nationale d'agriculture organise l'édition 2024 des journées de coopération et de l'insertion professionnelle. Elle vise à mettre en lumière le secteur agricole pour accroître son attractivité au sein des jeunes. Meilleure employabilité des diplômés, les actions à l'Université nationale d'agriculture, c'est le thème de la conférence inaugurale. Miché Elegbe et Nathalie Doris Oulabi. En organisant des journées de coopération et de l'insertion professionnelle, l'Université nationale d'agriculture de Sakété a pour ambition de créer un espace d'échange et de partage où l'innovation et le savoir-faire se rencontrent. Ceci, non seulement pour favoriser la compétitivité et la productivité des exploitations agricoles, mais aussi pour porter l'insertion professionnelle des jeunes diplômés. L'agriculture, qui est un pilier de l'économie nationale, mérite que nous unissions nos efforts pour relever les défis d'aujourd'hui, qu'ils soient liés au changement climatique, à la sécurité alimentaire ou à la durabilité. Ces journées symbolisent plus qu'un simple rassemblement. Elles incarnent un engagement collectif à rapprocher le monde universitaire et les praticiens du terrain. Pour faire des jeunes générations des acteurs pertinents du tissu économique national, cela veut dire capables de trouver leur emploi ou de s'auto-employer, il y a plusieurs étapes qui nécessitent une synergie ou des coactions des acteurs. C'est ce qui justifie l'invite de l'UNA à réfléchir autour du thème « Quelle coaction innovante pour une agriculture béninoise résiliente et pourvoyeuse d'emplois durables pour les jeunes ». Ces journées sont également une occasion pour les diplômés de l'UNA de présenter devant un jury des plans d'affaires élaborés après plus de 6 mois de formation. Chers étudiants, ces journées sont pour vous, essentiellement pour vous. Imprégnez-vous des échanges. Saisissez les opportunités et engagez-vous à transformer vos rêves en réalité. Nous croyons en votre potentiel et nous sommes là pour vous soutenir. Plusieurs communications et panels sont prévus pour animer ces journées, à l'issue desquelles les meilleurs plans d'affaires seront primés. Abomey accueille les travaux de la 2e conférence des préfets au titre de cette année. Une rencontre qui offre l'occasion aux acteurs de l'administration territoriale d'analyser les points pertinents et les stratégies à mettre en œuvre pour mieux faire face aux défis des départements. Les précisions avec Pierrette Adriossi. À cette rencontre qui se tient à la salle de conférence rénovée de la Révolution d'Abomey, les participants vont échanger sur des sujets relatifs au fonctionnement des départements et à l'avancement du processus de décentralisation et de déconcentration. Entre autres contraintes et défis de notre commune figurent en pole position
la question de la sécurité des personnes et des biens, surtout en cette période de fin d'année. La question des limites territoriales entre les communes avec ses implications sur la mobilisation des ressources communales et la structuralisation des investissements. Les inondations cycliques dans les communes de Wenki, Zanyarando et Zobodomé font objet d'attention particulière en ce moment où nous avons noté récemment la montée des cours d'eau des fleuves Wémé et du Zou. La modernisation de l'administration territoriale ainsi que la dynamisation de la coopération décentralisée et de l'intercommunalité constituent les principaux sujets en débat. Cette seconde conférence des préfets nous permettra d'examiner et d'approfondir, entre autres, les nouvelles modalités d'organisation de la protection civile, le rôle des préfets dans les opérations de sécurisation de fin d'année et de gestion des grands rassemblements, l'endoctrinement et le recrutement des jeunes vulnérables par les groupes extrémistes violents et terroristes, la contribution des autorités préfectorales à la lutte contre la cybercriminalité, le régime juridique du voyage à l'étranger du maire et des adjoints au maire, enfin, le point de mise en œuvre des recommandations issues de la première conférence des préfets au titre de cette année. Le gouvernement du président Patrice Talon fait de la bonne gouvernance son leitmotiv. Ainsi, dans le souci d'assurer un développement équitable de toutes les régions du pays, ABGF continue, à travers ses actions quotidiennes, d'impacter et de désenclaver progressivement les 36 communes frontalières de notre pays en développant en elles le sentiment d'appartenance à la nation. À cet effet, mes services compétents sont à pied d'œuvre en vue de définir les priorités pour la mise en place progressive des commissariats de police dans les arrondissements ne disposant pas encore d'unités de police. Prévue pour durer 48 heures, cette seconde conférence des préfets réunit des cadres techniques des ministères de la décentralisation et de l'intérieur, des directeurs et chefs des services déconcentrés de l'État d'Abomey. Écho de la deuxième session ordinaire du Conseil départemental de concertation et de coordination dans le Mono. Plusieurs sujets qui touchent à la vie sociale, économique et culturelle des communes ont meublé les 3 communications déroulées au cours de la séance. Evariste Zomaron et Samirat Chamimani. L'une des communications qui a suscité débat lors de cette deuxième session ordinaire de l'organe de réflexion sur les stratégies visant le développement local durable dans le Mono porte sur les rôles et responsabilités des autorités communales dans la gestion des cantines scolaires. Étant donné que l'approche qui est retenue par le gouvernement dans la gestion des cantines scolaires désormais, c'est de façon progressive transférer le programme aux autorités communales. Il est prévu que les élus locaux mettent en place un certain nombre de dispositifs, à commencer par le comité communal de concertation pour la gestion de cantines, prévoit des magasins communaux qui vont permettre de stocker des vivres désormais et aussi assurer la sécurité, accompagner l'appui pour la mobilisation sociale autour de la cantine. C'est la question de divagation des bêtes qui prospère beaucoup encore dans le département. Il a été convenu que toutes les communes, à travers leur maire, puissent prendre des actes réglementaires pour pallier au phénomène. La question du stationnement opaque. Ensemble, nous sommes convenus également pour que les maires puissent prendre des arrêtés pour non seulement encadrer, mais également aller à l'opérationnalisation de ces actes. L'autre situation critique du département de Mono, c'est la question des morsures des chiens qui, de chaque année, s'enregistrent malgré toutes les sensibilisations. Et donc, nous sommes passés à la vitesse supérieure, celui de procéder à l'abattage systématique de tous les chiens errants dans le département. Des engagements sont pris par les participants pour une bonne mise en œuvre des recommandations issues de la rencontre. Salon national du livre, l'événement se tient du 20 au 23 novembre prochain au Palais des Congrès de Cotonou. Littérature de jeunesse, le monde des petits dévoreurs de mots, c'est le thème de la rencontre. Table ronde, débat, café littéraire sont au menu. Les organisateurs nous livrent les précisions dans ce reportage de Arnaud Adadja et Alexis Seweb. Des livres pour enfants, comme on n'en a jamais rêvé, c'est à cela qu'il faut s'attendre à ce rendez-vous. Du 20 au 23 novembre, écrivains, lecteurs, libraires, diffuseurs et imprimeurs vont mettre ensemble les idées
en vue d'améliorer l'économie du livre. Nous avons décidé de porter très haut notre salon, de faire en sorte qu'il ressemble à celui qui se fait par le monde. Non seulement on met l'accent sur la production, c'est-à-dire la littérature en elle-même, mais également on fait un focus sur les enfants, parce qu'on estime que ce sont des grands lecteurs de demain, des écrivains, pourquoi pas. On veut faire d'eux également des futurs agents économiques du livre. Ce que nous pouvons faire au cours du salon du livre, c'est justement échanger en professionnels pour voir un peu comment prendre en compte cette nouvelle donne pour que nous soyons aussi aguerris que les autres. Une trentaine de stands en perspective, de grands noms de la littérature africaine et francophone sont attendus. Par quel bout faire accéder le livre de la maison d'édition aux ménages? Que faire pour rendre le livre plus attractif aux yeux des enfants? Les réflexions sont attendues du public. Nous avions pris l'initiative il y a 2 ans d'ouvrir une salle spécialement dédiée aux langues nationales, mais le constat a été le même. Il faut de l'assortiment, il faut une collection dédiée riche et qui se renouvelle. Et donc c'est peut-être le lieu également de lancer un appel à nos auteurs pour qu'ils commencent, à défaut d'écrire directement dans nos langues, de traduire les œuvres existantes également, donc en fon, en dindi, en yoruba. Le Salon national du livre du 20 au 23 novembre 2024, un rendez-vous à ne pas oublier. Dernière escale de ce journal et l'actualité internationale, une compilation que nous propose Alain Soutchouma. Des appels au boycott de nombreuses épiceries de fortune tenues par des étrangers ont été lancés en Afrique du Sud après la mort à Soweto de 5 enfants qui, selon leur famille, avaient mangé des chips achetés dans un de ces commerces. Un 6e enfant est en soins intensifs pour intoxication alimentaire, ont indiqué jeudi les autorités. Des agriculteurs en colère ont manifesté vendredi matin dans les Bouches-du-Rhône, déversant des déchets devant le centre des impôts de Tarascon, avant de murer l'entrée de celui de Château-Renard pour protester notamment contre le projet d'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. Près d'1 an après la fronde paysanne massive qui avait duré plusieurs semaines, les principaux syndicats agricoles dénoncent toujours la bureaucratie et la faiblesse des revenus des agriculteurs, estimant qu'en dépit d'aides d'urgence et d'annonces du gouvernement, le compte n'y est pas. Un incendie a fait 10 morts et 2 blessés graves dans une résidence accueillant des personnes âgées et des patients souffrant de troubles mentaux située au sein d'un village près de Saragosse dans le nord-est de l'Espagne. Le feu s'est déclaré vers 5 heures du matin, 4 GMT, dans la maison de retraite Jardines de Villafranca à Villafranca de Ebro, un village de 840 habitants situé près de Saragosse, capitale de la région d'Aragon, selon les autorités. Au total, 71 personnes se trouvaient dans la résidence lorsque l'incendie s'est déclenché et non 82 comme initialement annoncé. Parmi elles, 10 ont péri et 2 ont été hospitalisés dans un état critique. Les écoles primaires sont restées fermées par précaution dans la capitale indienne de New Delhi qui traverse cette semaine son premier pic de pollution atmosphérique de la saison. Pour la 4e journée consécutive, la qualité de l'air était considérée comme dangereuse en plusieurs points de l'agglomération de 30 millions d'habitants selon l'indice AQI avec de fortes concentrations en microparticules toxiques. Les autorités locales ont annoncé jeudi la fermeture jusqu'à nouvel ordre des écoles primaires de la ville, l'interruption des chantiers, l'interdiction de la circulation des véhicules diesel les plus anciens et l'arrosage des zones les plus polluées. Et voilà qui met un terme à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h avec plaisir.